Bonjour à tous. Salut à toutes. Ok, aujourd'hui on va vous parler du petit séjour que nous avons fait au Pérou la semaine passée. Le but n'était pas de faire un gros voyage, c'était surtout pour voir comment on pouvait passer la frontière avec un véhicule pour nos projets futurs. Ah, les projets futurs. Oui. Donc cette fois-ci, nous ne serons pas les mamies nomades destination Équateur, mais les mamies nomades destination Pérou. All right? I'm going to talk about, I'm not going to be very vocal here. Je vais juste parler des... Oui, pourquoi tu parles en anglais? Je ne sais pas. Je vais juste aborder le sujet technique des papiers pour traverser la frontière. Pour le reste, c'est Cécile qui s'occupe de tout. Mhm. Oui, ça sera vite pour juste vous expliquer un petit peu les endroits qu'on a visités, qui sont très intéressants. Tout compte fait, c'est le nord du Pérou, mais ça vaut la peine à être vu. Ok, ben pour ce qui est technique au niveau véhicule pour passer la frontière, c'est un peu partout la même chose en Amérique du Sud. Mais bon, ici on va aborder le sujet Équateur-Pérou. Donc nous avons traversé direction sud, donc de l'Équateur vers le Pérou, à partir de Huaquillas et Tumbes. Et pour le retour, donc côté nord, nous sommes passés à Macara. Et je ne me rappelle plus du nom du petit village là à la frontière côté péruvien. Non, moi non plus. Enfin, c'était Macara, la ville la plus importante là aux alentours. Donc pour descendre côté sud, c'est relativement simple. Il faut vos papiers de véhicule en ordre, bien évidemment. Et il faut également que le chauffeur du véhicule, il faut que le véhicule soit enregistré à son nom. Si pas, il faut que vous ayez une lettre comment on peut appeler ça? Du propriétaire. Du propriétaire qui vous autorise à conduire le véhicule. Il faut qu'elle soit notarisée. Donc pour faire ça plus simple, autant que vous soyez le conducteur et en même temps le propriétaire, ça évite un tas de problèmes. Alors, signaler qu'il y a une entente entre le Pérou et l'Équateur au niveau du passage frontalier maintenant. Cette entente s'appelle le CEBAF et c'est à tous les postes frontières importants, c'est-à-dire Huaquillas, Tumbes. Vous passez le pont international, donc vous passez côté péruvien. Et le CEBAF est côté péruvien en arrivant de l'autre côté du pont. Vous avez une sortie de la route qui vous amène, il faut marquer, vous avez des signalisations qui vous indiquent où vous parquez et où aller. Donc vous rentrez dans le complexe du CEBAF, vous vous parquez sur la gauche, prenez tous vos papiers, donc tout ce qui est requis, c'est-à-dire votre passeport ou cédula si vous êtes équatorien. Vos documents de véhicule, c'est-à-dire la registration et le certificat d'immatriculation et d'inspection si vous en avez un. Et alors, mais c'est tout, ça peut être la seule chose qu'il faut. Vous donc parquez sur le permis côté... de conduire. Ah, le permis de conduire, effectivement. Votre permis de conduire. Vous parquez votre véhicule sur la gauche, traversez, allez vers le complexe principal. C'est un complexe de 3 édifices. Le premier concerne tout ce qui est commercial, donc les camions, bus. Donc vous laissez ça de côté, vous allez directement au bâtiment du milieu, dans le bâtiment du milieu, qui est le service de migration. Vous rentrez là, et là vous avez et la migration équatorienne et la migration péruvienne. Vous devez faire étamper votre passeport côté équatorien pour votre sortie du pays. Quand c'est fait, vous changez de ligne, vous allez dans la ligne pour entrer au Pérou, vous faites étamper votre passeport, donc votre étampe d'entrée au Pérou. Et pour la migration, c'est fini. Ils vont peut-être, moi au moins, ils ne m'ont pas posé aucune question, rien du tout. J'ai juste donné mon passeport, ils ont regardé mon passeport, ils ont étampé, c'était fini. Moi, ils m'ont demandé combien de jours je comptais rester en Équateur et pourquoi j'étais là, au Pérou, pardon, et pourquoi j'étais là. Et du coup, moi, ils m'ont mis un cachet pour rester 30 jours, parce que je lui ai dit qu'on ne restait qu'environ 7 jours. Et il m'a dit, oh bah alors je te mets une autorisation pour 30 jours. Donc toi, tu as eu les 90 jours. Attendez-vous à quelques questions. Pour ma part, il n'y en a pas eu.
Donc, une fois que vous avez fait votre sortie Équateur et votre entrée au Pérou, vous vous occupez du véhicule à ce moment-là. Vous ressortez du bâtiment du milieu, le bâtiment principal avec la migration, et vous allez à ce qu'ils appellent le SUNAT. C'est le service de douane péruvien qui va vous importer votre véhicule en somme. Vous allez au SUNAT et c'est dans le 3e bâtiment, donc celui qui est à l'extrême gauche, le plus loin, le plus éloigné. Et en arrivant devant ce bâtiment-là, sur le petit trottoir qu'il y a là, vous verrez 3 petites fenêtres, 3 petites lucarnes. J'ai une photo? Oui, qui sont sur le flanc du bâtiment. Et vous attendez votre tour et dès qu'il y a une fenêtre d'ouverte, enfin une personne de libre, vous vous asseyez à la chaise qui est là dehors et vous lui tendez tous les papiers du véhicule, ainsi que votre permis de conduire. Encore une fois, il m'a posé très peu de questions, juste la durée du séjour, c'est à peu près tout. Il m'a demandé si j'étais le propriétaire du véhicule, j'ai dit que oui. Et ça prend une dizaine de minutes, il va vous faire un papier qui vous autorise à importer le véhicule, en l'occurrence nous autres, un véhicule équatorien, au Pérou pour 90 jours. C'est ce qu'on appelle nous autres en anglais un TIP. En français, je suppose que ce serait un genre de taxe d'importation provisoire, TIP. Et eux, ils appellent ça un SUNAT. Donc, peu importe la définition, si vous pouvez ainsi rouler pendant 90 jours côté péruvien sans aucun problème. Attention, il vous faut un SOAT, donc une assurance qui couvre le chauffeur et les passagers du véhicule. Donc, vous lui donnez toutes les informations, donc il va remplir le papier avec numéro de permis, et toutes les informations du véhicule, numéro de plaque, numéro de châssis. Et alors, il vous donnera la forme, vous la signez, et puis il va vous demander votre téléphone cellulaire, si vous en avez un, ou un petit appareil photo, et il va faire une capture d'écran de son ordinateur, parce que ça va vous aider pour sortir le véhicule du complexe ensemble, parce que vous devez passer au travers de barrières et ils vont vérifier votre téléphone avec la photo de l'écran du gars. Enfin, c'est bizarre, mais bon, il va prendre une photo de son écran d'ordinateur avec votre téléphone cellulaire. Une fois que vous avez ce papier en main, comme je l'ai dit, ça prend 10 minutes, et juste à côté, à 2 mètres de là, il y a une jeune fille avec un petit desk sur le trottoir, et elle vend les assurances. Donc vous n'avez même pas à vous déplacer loin, rien, tout est à la disposition. Donc vous allez à cette jeune fille-là, vous lui donnez même chose, le permis de conduire et les papiers du véhicule, et elle a voulu voir le papier du SUNAT, pour voir que ça avait été bien fait. Et elle vous fait une assurance provisoire. Les prix, Cécile a pris une photo des... non, je n'ai pas pris de photo. Oh non? Non, j'ai oublié. Enfin, là, le détail du prix. Et pour nous, je crois que c'était 10 $ pour 30 jours. Oui, j'ai pris pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, j'ai oublié. Les prix sont pour des véhicules style voiture, camionnette, comme nous, oui. Je n'ai pas pris pour les motos, je n'ai pas pris pour des plus gros camions, non. Style van. Le prix diffère un petit peu, oui. mais ça reste raisonnable. Il faut payer en cash et en dollars US. Donc pour 1 mois, nous avons payé 10 $. Pour 2 mois, c'est 15 $ et pour 3 mois, c'est 20 $. Il y avait d'autres prix, mais... Vous n'avez de toute façon pas droit à garder le véhicule plus de 3 mois au Pérou, parce qu'alors vous payez une taxe d'importation qui est horriblement coûteuse. Donc, Et voilà, c'est à peu près tout. Après ça, nous sommes retournés au véhicule avec tous les papiers. Et en sortant du complexe, il y a donc une barrière de sécurité avec des gardes et des agents de douane qui vont vérifier que vous avez bien pris, que la personne a bien pris la photo sur son écran d'ordinateur. Ils vont vérifier ça, prendre votre papier qu'on vous a remis au SUNAT, vérifier si tout est correct. Ils vont vérifier l'assurance, donc le SOAT, ils vont le vérifier. Et si tout est en ordre, ils ouvrent la barrière, vous êtes good to go pendant 90 jours. Oui. Là maintenant, à la sortie du pays, quand nous sommes sortis à différents post-frontières. Donc nous sommes passés Macara, le petit village péruvien, je ne me rappelle plus du nom. Et là aussi, il y a un CEBAF. Vous devez alors à ce moment-là être côté équatorien. Vous rentrez au CEBAF. C'est très compliqué à Macara. C'est plein de sens giratoires. C'est l'horreur. Anyway, quand vous êtes finalement dans le parking, vous allez à l'intérieur, vous faites exactement la même chose qu'à l'entrée. Vous devez certifier votre sortie à la migration, la sortie du Pérou, et certifier votre entrée en Équateur.
vous devez aller au SUNAT faire changer la forme qu'ils vous ont donnée, vous ont permis d'apporter le véhicule pour 90 jours. Là, ils vont tout annuler dans leur système. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Et après ça, c'est tout. Oui, il faut le faire avant la migration. Je crois qu'on l'a fait avant la migration. On l'a fait, mais enfin, c'est un peu... Pour la voiture, de toute façon, ça n'a rien à voir avec la migration. Vous pouvez très bien aller à la migration premier et au SUNAT après. Mais n'oubliez pas de faire canceller votre SUNAT. Sans ça, le SUNAT continue à tourner. Vous êtes en Équateur, vous n'êtes même plus au Pérou. Mais pour eux, le véhicule est toujours au Pérou. Et vous risquez des problèmes. Et des amendes. La prochaine fois que vous rentrez au Pérou, ils vont se demander pourquoi est-ce que la voiture arrive au Pérou alors qu'elle est supposée y être. Donc, faites bien attention. N'oubliez pas de canceller en sortant du pays. Ici, dans ce cas-ci, c'était en re-rentrant en Équateur. Mais si, par exemple, vous allez vers la Bolivie ou vers le Chili, ce sera la même chose. Vous devez canceller votre SUNAT du Pérou. N'oubliez surtout pas de le faire. Non. Ce qu'on a eu aussi, c'est, je ne sais plus à combien de kilomètres. Ah oui, à peu près là, c'est les douanes ou quelque chose. Une heure de route au sud de Tumbes. On a été arrêté hier. Il y a un poste de douane. D'inspection de douane. Oui. Et là, ils nous ont redemandé toutes les informations. C'est-à-dire, on s'est fait arrêter, on s'y attendait absolument pas. Il y a un détour de toute façon. Hein, il n'y a pas moyen de passer autrement. Non, il n'y a pas moyen d'éviter. Donc, vous arrivez c'est à peu près une heure de route au sud de la frontière. Et là, les douaniers, il y avait un style douane volante, je suppose, du Pérou. Ils nous ont arrêtés de nouveau. Ils ont redemandé mon SUNAT pour voir s'il avait été fait. Alors, mon SOAT, pour dire que j'ai été couvert par l'assurance. Ils ont juste vérifié ça. Ils nous ont demandé si on apportait d'autres choses, c'est-à-dire des choses de l'Équateur. On a dit que non, on n'avait rien. Et ils nous ont laissé passer, il n'y a pas eu de problème. Mais en déant les premiers 100 km, attendez-vous à des inspections de douane. De toute façon, je crois qu'elle est fixe parce que même sur Google Maps, il y a un détour à ce moment-là. Je mets la photo ici au-dessus aussi. Ainsi, vous verrez un peu. C'est pas bien situé, mais on voit le détour sur la carte de Google Maps. Ok, ben c'est fini pour moi. Vous avez toutes les informations. Maintenant, c'est Cécile qui va embrayer. Oui, ça va aller vite. Comme c'était un court séjour et qu'on voulait juste visiter un peu, voir comment était la côte péruvienne par rapport à la côte équatorienne, on s'est dit, comme c'est connu, qu'on allait aller à Mancora. Et puis, on s'est rendu compte que Mancora, c'était un peu le Montañita du Pérou, donc ville de fête et tout. Et en cherchant un peu, juste à 12 km de là, il y a c'est même pas un village, hein, c'est un lieu-dit. C'est un lieu-dit qui s'appelle Vichaito, et où il y a plein d'hôtels, plein de resorts. Il n'y a que ça de toute façon. Mais c'est... Enfin, il y a 5-6. Ouais. Une dizaine peut-être. Ouais, allez. Enfin, c'est un truc de resort et d'hôtel. Et tout compte fait, c'est très tranquille et c'est vachement mieux. Enfin, on n'est pas allé à Mancora, on n'a pas visité vraiment, mais juste pour se relaxer, c'est vraiment un chouette coin, quoi. Ça vaut la peine d'y aller. Nous avons trouvé un hôtel à 27 $ la nuit. Et franchement, ça vaut des hôtels 3 étoiles sans problème. Il y avait piscine, il y a restaurant, il y a le bar à la plage, petite plage privée. Ouais, c'était bien. On est resté là 3 jours à ne rien faire, tout compte fait. C'était vraiment se relaxer. Et puis, un peu plus bas, à combien de kilomètres? 1h30 de route. Il y a quelques lieux-dits à visiter dans le style le Salar de Negritos et le Bosque Petrificado. Donc, on a changé d'endroit, on a trouvé un hôtel à Talara, qui tout compte fait est une ville industrielle parce qu'on s'est rendu compte que le nord du Pérou est une zone de production de pétrole. Et cette ville-là est vraiment basée sur le pétrole. Donc elle n'a aucun intérêt touristique,
mais on était plus proche des endroits à visiter, quoi. Donc on est allé là. L'hôtel Saxe. Oui, c'était une horreur, les gens désagréables. C'est vraiment l'hôtel pour les travailleurs qui travaillent dans le milieu du pétrole, quoi. Il n'y a rien de touristique. Mais le Bosque Petrificado qui est à l'entrée de Negritos vaut vraiment la peine. C'est incroyable à voir. Et le salar, évidemment, c'est pas celui de Bolivie. Hein. Le salar de Uyuni, certain. C'est un tout petit salar, mais ça vaut la peine d'être vu, franchement. C'est pas mal. Ouais. Le but après de notre petit périple était... Punta Balcones aussi. Ah oui, Punta Balcones, c'est où il y a juste au bord de l'eau, près du salar. Ouais, c'est le point le plus à l'ouest de l'Amérique du Sud. Ouais. Donc, qui rentre le plus profondément, si vous voulez, dans l'océan Pacifique. Hors île. Ouais, ça vaut en dehors évidemment des îles Galapagos. Donc, c'est le point le plus éloigné à l'ouest au niveau continental. Oui. Il y avait un vent de fou. Oui. C'est la même chaleur qu'ici en Équateur. Ouais. Plus ou moins la même chaleur qu'ici à Manta. Mais c'est différent. On ne transpire pas. Oui, le taux d'humidité est moins, donc la chaleur est moins ressentie. C'est plus agréable. On n'a pas transpiré comme ici. Non. Hein. Un truc qu'on a remarqué aussi, c'est la saleté sur les routes. Ouais, c'est pire qu'ici. C'est incroyable. Franchement, on trouvait qu'il faisait sale sur la côte, ici en Équateur. Ben, là-bas, c'est des décharges à ciel ouvert. C'est terrible, terrible. Le coin qu'on a vu, on ne va pas parler des coins Non. où on n'a pas été. Moi, j'étais plus au sud. Enfin, il y a plus de 20 ans, j'ai fait tout le sud et le centre du Pérou. Je ne me rappelais pas que c'était comme cela. C'était différent aussi dans les Andes. Mais dans ce coin-ci, nord-ouest du Pérou, c'est sale, extrêmement sale sur les routes. C'est incroyable. Petite anecdote aussi qu'on a eue, parce que notre périple devait se continuer dans les Andes. On devait aller visiter des ruines qui ne sont pas très connues. Les deuxièmes plus importantes ruines Inca au Pérou, qui s'appellent Aypate, pas loin de la ville de Ayabaca. Ouais. Je ne saurais plus dire le nom. Oui, c'est Ayabaca. Et bon, ben, on s'est rendu... Jusqu'à 19 km de Ayabaca. Oui. Et les 19 km restants, il fallait les faire en 2 heures. Donc, on s'est dit, ouais, ok. Il y a un problème. Il y a un problème. On a commencé la route. Et effectivement, c'est une route, c'est une route de gravier, avec du gravier assez profond en plus. Donc, moi j'ai ce qu'ils appellent une camionnette, un pick-up, mais j'avais pas de poids dedans, puisque pour ainsi dire, pas de valise ni rien du tout, donc pas de poids dans la boîte, donc pour monter, pour moi ça patinait tout le temps dans le gravier, et en plus de ça, c'est très escarpé, ça monte très très fort, parce que vous passez de 0 à 3000 mètres en juste une vingtaine, trentaine de kilomètres. Donc c'est très escarpé, ça m'aurait pris des pneus différents et ça m'aurait pris du poids dans la boîte à l'arrière pour dire d'avoir plus de traction. Oui, on a évité, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour, on n'y est pas allé, on n'était qu'à 19 km, du moins de Ayabaca. Mais on a rebroussé le chemin, on s'est dit on le refera quand j'aurai adapté le véhicule, parce que moi je vais faire des travaux sur mon véhicule, parce que on projette de faire un grand périple. Donc, quand ça se sera fait, à ce moment-là, on montera là-bas. Parce qu'apparemment, ça vaut le détour. Et justement, sur cette route, on a eu une petite anecdote à vous raconter avec le policier qui... J'ai été pulled over. J'ai été arrêté par un policier en traversant Suliana. Oui. Et j'attendais simplement un feu rouge. La signalisation au trafic, au traffic light. Et il y avait une voiture devant moi, il s'est intercalé entre les deux voitures et il m'a fait signe de m'arrêter, donc je me suis arrêté. Et c'était simplement pour nous serrer la main, nous souhaiter la bienvenue au Pérou en tant qu'étranger. C'était assez surprenant, oui. Enfin moi j'ai trouvé ça sympa. Oui, c'était sympa, oui. C'est ça, je lui ai dit c'est tout, il m'a dit oui, good to go. Donc, bienvenue au Pérou.
C'est assez spécial. Oui, c'est des Enfin. petits souvenirs de voyage, quoi. C'est chouette. Et voilà. Ouais, rien Déjà d'autre. tout, rien d'autre. C'était une chouette expérience. Ah oui, la nourriture, ça, je veux quand même... Vachement différente. Ouais. C'est la finesse et la saveur par rapport à ce qu'on peut manger ici, qui tout compte fait ici est toujours la même chose, du riz, des pâtes à connaisse, du ménestra, et soit avec du poisson, du poulet ou de la viande. Là, il y a des saveurs différentes et la présentation aussi est différente, quoi. Même pour des simples almuerzos dans un petit resto, Ouais, c'est mieux présente ça très présenté, bien, quoi. on a été surpris. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Visiter le Pérou aussi, ça vaut vraiment le coup. Pourtant, il n'y a rien à faire au Pérou. Hein. Il n'y a rien à faire au Pérou, selon D'après certains. D'après quelqu'un qu'on connaît. Enfin, anyway, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Non. Pablito, si tu regardes, tu sais On qu'on pense s'adresse à à toi. Con. Sur ce, une vidéo suivra sur... Ça, je ne sais pas. Oui, ça concerne plus les gens vraiment qui vont vivre ici et qui auront un véhicule. Ce sera le renouvellement de la matriculation, la révision véhiculaire et tout. Je vous expliquerai un petit peu tout ça parce que on l'a découvert cette année et c'est encore le casse-tête de la bureaucratie équatorienne comme à son habitude. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça dans une autre vidéo. Je vous ferai aussi une toute petite vidéo sur la différence de langue espagnole, notamment entre l'Équateur et le Pérou, parce que pour les mêmes choses, ils n'utilisent pas du tout les mêmes mots, et ça vaut la peine de le savoir, quoi. Sinon ça peut occasionner des surprises. Ok, c'est tout. C'est tout. Salut, Ciao. à la prochaine. À la Bye. prochaine.